Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier théorique et pratique sur l'encéphalomyélite myalgique, plus communément appelé syndrome de fatigue chronique. Donc aujourd'hui, mon défi, c'est un petit peu de vous présenter principalement pour les personnes atteintes. Donc je pense qu'ici aujourd'hui, il y a également des accompagnateurs. Donc la conférence s'adresse beaucoup plus aux personnes atteintes, mais aussi aux gens qui accompagnent, qui vivent avec des personnes atteintes également. Donc comment mieux comprendre la réalité de cette clientèle-là, puis comment adapter l'activité physique. Donc, je tenais principalement, entre autres, justement, à remercier toutes les personnes atteintes de s'être déplacées. Je suis conscient du coût énergétique que ça vous demande de vous présenter ici aujourd'hui, de vous concentrer à m'écouter pendant 1 heure complète. Donc, j'espère rendre ça intéressant pour vous garder accroché pendant l'heure au complet de la présentation. Je tenais également à remercier tous ceux qui se sont rendus disponibles aussi là, sur le webinaire, donc pour assister. Plus on va en parler, plus on va avoir une meilleure compréhension là, de la maladie. Et puis, donc, on va commencer en fait avec l'ordre du jour d'aujourd'hui. Donc, rapidement, je vais présenter mon parcours professionnel pour vous expliquer un petit peu là, comment j'ai développé mon expertise avec la clientèle. Ensuite, on va couvrir les particularités de la clientèle avec atteinte du syndrome de fatigue chronique. Ensuite, couvrir les fondements de l'activité physique, donc pour mieux comprendre d'où vient l'énergie, comment on crée l'énergie, comment on perd l'énergie également. Ensuite, pour permettre une meilleure justement, conservation d'énergie, donc quels sont les outils. Donc, je vais vraiment vous donner des outils concrets sur comment mieux gérer cette énergie-là. Et puis, pour terminer, donc, on va aborder la prescription et la progression d'entraînement. Donc, par où on commence, qu'est-ce qu'on fait, pendant combien de temps. Donc, je vais vous donner un petit peu les lignes directrices, un petit peu pour prendre en charge son activité physique. Donc, pour ce qui est de mon parcours professionnel, donc au niveau... donc, au niveau académique, en fait, j'ai fait un baccalauréat en kinésiologie à l'UQAM, suivi d'un 2e cycle en activité physique adaptée. Et puis, au niveau professionnel, j'ai travaillé pendant longtemps avec une clientèle, monsieur, madame, tout le monde, en perte de poids, hypertrophie, en vue de performance sportive. Donc, j'ai une bonne expérience aussi avec monsieur, madame, tout le monde. Mais, recherchant un peu plus de défis aussi au fil des années, je me suis spécialisé un peu plus en réadaptation. Donc, je travaille présentement pour les cliniques Physio Extra. Mais à mon arrivée chez Physio Extra, c'était davantage je travaillais en fait comme kinésiologue en réadaptation. Donc, je travaillais vraiment avec les gens atteints, que ce soit de douleurs chroniques, de douleurs lombaires, peu importe, des troubles de santé mentale, donc des dépressions. Donc, on va pouvoir faire aussi un petit peu le parallèle aujourd'hui entre, des fois, un petit peu l'association qu'on fait avec la fatigue et la dépression, versus vraiment le syndrome de fatigue chronique. Et puis, depuis les 4 dernières années, je suis également responsable tiers-payeur et coordonnateur pour 4 cliniques en fait de la région de Montréal. Donc, en fait, j'ai à travailler avec les compagnies d'assurance comme intermédiaire dans le fond pour les équipes de réadaptation. Donc, je suis régulièrement en communication avec les assureurs. Je connais très bien également votre réalité par rapport aux assureurs. Il y a beaucoup de mécompréhension là, des compagnies d'assurance à l'égard de la maladie. Donc encore à ce niveau-là, j'ai une certaine compréhension de votre réalité. Et puis, tout dernièrement, là, conférencier sur la kinésiologie et la santé mentale, donc vraiment démystifier les bienfaits, puis en fait approfondir les bienfaits de l'activité physique à tous les niveaux, mais principalement au niveau de la santé mentale également. Donc, pour ce qui est des particularités de la clientèle, je vais approfondir un peu plus le volet cardiovasculaire aujourd'hui, biologique et musculaire. Je ne vais pas nécessairement aller beaucoup en détail au niveau neurologique, au niveau psychologique et social, simplement parce que ça pourrait, en fait, je pourrais vous donner une présentation de 2-3 heures simplement sur les particularités de la clientèle. Donc aujourd'hui, le but est vraiment un petit peu de donner les bases de la compréhension de la maladie pour après ça justement passer à la partie pratique pour comment mettre les choses en action. Donc au niveau cardiovasculaire et respiratoire, ce qu'on observe chez la clientèle, en fait ce que les dernières études entre autres a démontré, c'est que la clientèle atteinte de syndrome de fatigue chronique aurait de façon générale une diminution du volume global, du volume sanguin. Donc, ce qui nous amènerait à croire, entre autres, que dans les changements de position, il y aurait des difficultés au niveau de l'irrigation, que ce soit du cerveau ou des différents groupes musculaires. Donc cette diminution-là du volume sanguin, entre autres, là, va avoir un impact au niveau du transport de l'énergie, du transport de l'oxygène. Pour vous expliquer un peu plus l'aspect cardiovasculaire, je vais vous donner l'image. Je ne sais pas si aujourd'hui, présent ici, est-ce qu'il y en a qui connaissent c'est quoi les tests de VO2 max? Si je vous parle de VO2 max, est-ce qu'il y en a qui connaissent le mot, le terme, ou un petit peu? Donc, en fait, de plus en plus,
la recherche pousse beaucoup au niveau cardiovasculaire pour arriver à objectiver, en fait, le syndrome de fatigue chronique. Parce que la fatigue, il reste un élément subjectif, et entre autres, les assureurs ont beaucoup de difficultés à reconnaître un simple élément de fatigue. Donc, les tests de VO2 max, de plus en plus, en fait, tendent à démontrer des informations objectives très précises par rapport à la capacité cardiovasculaire d'une personne atteinte de syndrome de fatigue chronique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le test, je vais vous donner juste une petite exemple. En fait, vous expliquer très rapidement en quoi consiste le test. Donc, ça peut être fait sur vélo ou sur tapis roulant. C'est un test où on va bloquer le nez, on va avoir un embout dans la bouche pour que, en fait, il y a une machine qui va évaluer ce qu'on expire et ce qu'on expire à l'effort. Donc, avant même de commencer le test, pour vous expliquer un petit peu la dysfonction de la tension artérielle, le seuil anaérobique et la capacité aérobique maximale, quand vous commencez un test, même au repos, on va commencer à évaluer la quantité d'oxygène que vous êtes capable d'inspirer et la quantité... Oh. Bonjour. Bonjour. Pas de problème. Donc la machine va évaluer dans le fond la quantité d'oxygène qui peut être inspirée et la quantité de CO2, donc de gaz carbonique qui va être expulsé lors de l'effort. Donc déjà au repos, quand ils font les évaluations, ils sont en mesure d'observer que les personnes atteintes ont déjà une diminution du volume, de la capacité respiratoire. On va appeler le nouveau Jean. Et pas de problème. Excusez. Donc, juste pour reprendre, donc, au niveau de la capacité ventilatoire, le premier élément majeur qu'il faut considérer, c'est que, comparativement à une personne normale, une personne atteinte va avoir la difficulté à faire rentrer plus d'oxygène qu'une personne normale. Donc, au repos, on ne fait même pas d'activité physique. Quand on calcule la quantité d'oxygène qu'une personne est capable de faire rentrer, elle est inférieure à la moyenne des gens. Que ce soit des athlètes ou des personnes normales, quand on compare des personnes normales, il y a vraiment une différence. Ensuite, au niveau de la tension artérielle, donc le test, il commence, généralement, quand on commence un test, on commence à forcer, on commence à respirer un peu plus. Et lorsqu'on commence à respirer, bien, la tension artérielle devrait varier en même temps que le rythme cardiaque. Donc, le rythme cardiaque va accélérer, la tension artérielle devrait également augmenter. Ce qu'on observe chez les personnes atteintes, entre autres, c'est que, généralement, même dès le début du test, il n'y a pas cet ajustement-là de la tension artérielle qui se fait à l'exercice. Donc, la personne va commencer un exercice, le rythme cardiaque va accélérer, mais la tension artérielle en périphérie, elle, ne change pas. Donc, ça, également, ça a un impact fonctionnel quand même assez important au niveau, justement, de la répartition des volumes sanguins. Donc, si vous, pour les personnes atteintes, le meilleur exemple, c'est si vous montez un escalier rapidement, vous arrivez en haut de l'escalier, et là, on sent l'effet un petit peu d'étourdissement, les vertiges, les nausées. Donc ça, c'est l'effet, entre autres, justement, des tensions artérielles, puis des volumes sanguins qui sont mal répartis dans le corps humain. Ensuite, élément majeur au niveau des évaluations des tests cardiovasculaires, c'est que toute personne qui commence un test de VO2 max, après 2, 3, 4, 5 minutes, dépendamment d'une personne, dépendamment de sa condition physique, à partir d'un certain point, le corps va commencer à produire de l'acide lactique. Donc, c'est ce qu'on appelle le seuil anaérobique lactique. Donc, à partir de ce seuil-là, à l'effort, le corps commence à produire un déchet métabolique qu'on appelle l'acide lactique. Et ça, c'est entre autres la sensation de brûlure que vous pourrez ressentir. Justement, si on prend l'exemple encore de monter un escalier, la sensation de brûlure quand on monte un escalier, c'est le déchet métabolique de l'activité physique. Donc, le seuil anaérobique, c'est le seuil à partir duquel, quand le corps commence à avoir une certaine quantité d'acidité dans le sang, mais le corps va chercher à tamponner cette acidité-là avec l'oxygène. Donc là, on va commencer à respirer encore plus rapidement à partir de ce moment-là pour prendre l'oxygène, tamponner l'acidité puis le déchet métabolique et le ressortir en gaz carbonique. Donc ça, c'est tout ça serait long d'expliquer tous les fondements biologiques de ces changements-là, mais l'idée est que dans le test, au début, j'ai pas besoin d'oxygène, mais quand je commence à avoir de l'acidité qui s'accumule, mon corps veut consommer plus d'oxygène. Donc là, je vais commencer à consommer plus d'oxygène. Mais si mon seuil est déjà plus bas que la normale, bien automatiquement, ma capacité maximale, donc le dernier point, va également être diminuée. Ce qui veut dire que si une personne normale va commencer à produire de l'acide lactique ou à dépasser son seuil anaérobique à partir de 7, 8, 9, 10 minutes, à l'inverse, une personne atteinte de syndrome de fatigue chronique va dépasser ce seuil-là à partir de 1 minute, 1 minute et demie. Donc après 1 minute et demie d'activité physique, c'est sûr que la capacité maximale va être limitée parce que j'ai commencé à dépasser le seuil plus bas. Donc, le résultat, la cause à effet du seuil anaérobique qui est abaissé, c'est aussi une diminution de la capacité globale à consommer l'oxygène. Donc, une personne
va atteindre plus rapidement son niveau. Puis ce qu'on a observé, entre autres, chez ces tests-là, quand on les compare à une clientèle, qu'on pourrait dire plus normale ou en santé, c'est que la capacité maximale est d'environ 30, 40, 50% de la capacité d'une personne normale. Ce qui est quand même considérable quand on pense que une personne en santé sera en mesure de partir, courir 10, 15, 20 minutes sans trop de difficulté. Et une personne atteinte, à l'inverse, juste monter un escalier, va dépasser le seuil anaérobique. Et si on lui demandait de continuer à monter 3, 4, 5, 6 autres étages, finirait par éventuellement atteindre son maximum. Alors qu'une personne atteinte, juste à monter des escaliers. Donc, pour en revenir à l'aspect cardiovasculaire, j'avais quand même bien résumé un petit peu que, il y a des dysfonctions à différents niveaux au niveau cardiovasculaire qui vont limiter la fonction cardiovasculaire, principalement dans le temps, parce que plus rapidement on va atteindre le seuil anaérobique et plus rapidement aussi on va atteindre automatiquement le maximum de la capacité à consommer l'oxygène. Donc, ensuite, au niveau biologique, donc les dernières études tendent à démontrer que dans le transport, en fait, au niveau du transport de l'oxygène, ce qui veut dire que quand j'inspire l'oxygène rentre dans les poumons, va être absorbé par les alvéoles et ensuite transféré dans la circulation sanguine et acheminé vers les muscles. Donc, ce qu'on sait dernièrement dans les dernières recherches, c'est que le globule rouge aurait de la difficulté à lier la molécule d'oxygène au globule rouge pour l'acheminer dans le système circulatoire vers les muscles qui ont besoin de l'oxygène pour fonctionner. L'autre élément, c'est qu'une fois que l'oxygène est acheminé vers le muscle, vers le site où on a besoin de produire l'énergie, c'est que la mitochondrie, qui est la cellule qui sert à prendre l'oxygène, la rentrer dans la cellule et métaboliser de l'énergie, mais cette mitochondrie-là aurait également une dysfonction, où elle serait, on ne sait pas si c'est dans la perméabilité ou si c'est à l'intérieur de la molécule, mais il y aurait une difficulté dans la mitochondrie à prendre l'oxygène et la métaboliser pour en produire de l'énergie également. Et finalement, au niveau biologique, c'est ce qu'on remarque également, c'est des réactions auto-immunes ou inflammatoires. Ce qui veut dire que quand on fait un exercice, on sait que beaucoup de syndromes de fatigue chronique sont également associés à la fibromyalgie ou qui ont comme diagnostic commun également la fibromyalgie, mais la réaction à l'exercice est une réaction également inflammatoire. Donc, ce n'est pas simplement l'effet de l'acidité, mais l'acidité amène sur l'ensemble des tissus également, les tissus conjonctifs, les fascias autour des muscles, donc ça amène une inflammation, donc qui peut également, même à intensité faible, peut amener des réactions inflammatoires, donc une augmentation également de la sensation douloureuse. Ensuite, au niveau musculaire, quand même assez important, on va parler beaucoup pour la majorité de la clientèle d'une atrophie musculaire. Donc, d'emblée, les gens vont dire, ouais, c'est sûr, c'est normal, je bouge moins, j'ai moins de muscles, mais l'effet de l'atrophie musculaire, en fait, c'est une diminution d'efficacité relative. Ce que ça veut dire, une diminution d'efficacité relative, c'est si quand je prends ma bouteille d'eau, ça me demande, mettons, on va simplifier, ça me demande 2 calories de prendre la bouteille d'eau et de la lever. L'efficacité relative, c'est que si mon muscle est plus fort, la même bouteille d'eau pour la lever, éventuellement, va me demander moins d'énergie. Donc, va me demander 1 calorie plutôt que 2 calories si mon muscle est plus fort. C'est simplement une question d'efficacité relative, mais plus on se déconditionne, moins on est en mesure de faire l'activité physique, et plus le système va s'atrophier. Et plus le système s'atrophie, plus chaque activité devient exigeante ou demandante en termes de quantité d'énergie. Ensuite, gain ou perte de poids. Donc, d'une personne à l'autre, ça peut vraiment être beaucoup d'atrophie musculaire qui fait en sorte qu'on peut perdre un 10-15 livres. Puis, plus on perd de la masse musculaire, mais généralement, plus également la posture va changer. Chez d'autres personnes, ça peut être un gain de poids. Un gain de poids va amener à l'inverse une augmentation du coût de chaque activité. Donc, si j'ai plus de poids, donc chaque mouvement, chaque déplacement me coûte un peu plus d'énergie que si j'avais un 10 ou un 15 livres en moins. Donc ça, c'est assez important à considérer. Et puis, tout ce qui va être douleur, fibromyalgie, donc on en parlait un petit peu précédemment, mais la douleur et la fibromyalgie vont entre autres aussi limiter la fonction musculaire. Donc si je fais un mouvement, si je travaille à bout de bras, ou si j'essaie de faire des exercices de musculation, mais que ma douleur elle est constamment activée ou réveillée par l'exercice musculaire, à ce moment-là, je me retrouve limité également dans mes différents exercices, ou la quantité ou mon potentiel, je pourrais dire, d'activité physique. Et puis dernièrement, c'est la modification de posture. Donc, avec la fatigue, un des éléments importants qui se présente, c'est que le corps cherche à économiser de l'énergie. Pour économiser de l'énergie, ce qu'il va avoir tendance à faire, c'est s'affaisser. Donc, un peu comme les effets du vieillissement. Donc, quand on vieillit, généralement, le corps a tendance à vouloir s'affaisser. Donc, les modifications de posture vont généralement nous amener à un enroulement des épaules, une protraction de la tête, un enroulement du bassin, donc le doigt du dos qui va s'affaisser. Donc, on perd la force des fessiers pour
vers la force des abdominaux. Et là, on se retrouve avec des tensions importantes au niveau des épaules et du cou, parce que la tête, elle prend de plus en plus, elle devient de plus en plus pesante pour le reste du corps, que les tensions musculaires. Donc, les douleurs fibromyalgiques sont souvent associées également à des problèmes ou à des mauvaises postures qui pourraient être améliorées par un exercice postural, des exercices posturaux qui vont aider avec le temps justement à diminuer les tensions musculaires, à diminuer l'hypersensibilité du corps à la douleur et donc indirectement permettre aussi d'améliorer la fonction au quotidien. Donc, ça c'est plus au niveau musculaire. Au niveau neurologique, comme je disais, je vais passer assez rapidement parce que je voudrais qu'on se concentre un peu plus sur l'aspect pratique aujourd'hui. Le titre de la présentation, c'est justement l'atelier théorique et pratique, mais je veux vraiment insister sur la pratique parce que c'est ce qui va faire un changement, je pense, pour vous, la clientèle. Mais au niveau neurologique, ce qu'on observe entre autres, c'est difficulté au niveau des traitements, des stimuli. Donc, tout ce qui va être très beaucoup de mouvement, beaucoup de bruit, être dans une salle de concert, c'est des choses qui sont très exigeantes, simplement en termes de traitement d'information. Donc, du fait qu'il y a un manque d'énergie, mais plus il y a de stimuli, plus c'est exigeant de traiter tous ces stimuli-là. Ça, c'est une des particularités, entre autres. Diminution d'attention et de concentration. Donc, si le cerveau est moins bien oxygéné, si on est moins en mesure d'amener des nutriments par une bonne musculature également vers le cerveau, ou s'il y a une dysfonction au niveau des tensions artérielles à l'effort ou en mouvement, à ce moment-là, ça peut entraîner également des diminutions d'attention, de concentration, ralentissement de la parole, mémoire, et de plus en plus, les études aussi essaient d'approfondir la compréhension des troubles de sommeil, qui rentrent un petit peu dans la catégorie de l'aspect neurologique, mais les troubles de sommeil, de plus en plus, on essaie de comprendre pourquoi la personne n'a pas un sommeil récupérateur et se réveille déjà en fatigue. Donc c'est sûr que cet aspect-là est extrêmement important aussi à considérer, mais la recherche est encore assez peu avancée à ce niveau-là. Au niveau psychologique et social, donc très rapidement, ça a un impact. En fait, je pense qu'au niveau psychologique et social, c'est davantage une conséquence de la maladie qu'une particularité de la maladie. Ce qui veut dire que ce n'est pas des personnes en dépression en tant que telle. En fait, la majorité des clients avec qui j'ai travaillé, c'est des gens qui sont heureux, c'est des gens qui ont appris à s'adapter à leur réalité, donc, mais qui vont quand même présenter une certaine anxiété, par rapport à l'incompréhension de la maladie, le manque de support peut-être de votre médecin à travers tout ça, les pressions, justement, comme je disais un petit peu au niveau social, mais les pressions de l'assureur ou des contestations avec l'assureur qui vont augmenter la charge de stress vécue au quotidien, qui, elle, va venir influencer également mon sommeil, qui, lui, va venir influencer mon énergie. Donc, la raison pourquoi j'ai présenté vraiment au niveau cardiovasculaire, au niveau biologique, au niveau psychologique, au niveau social, au niveau neurologique, c'est vraiment parce que le syndrome de fatigue chronique est une maladie qu'on appelle vraiment biopsychosociale. On ne peut pas enlever un des systèmes ou traiter un seul des systèmes si on ne traite pas les autres systèmes également autour. Sinon, il y en a toujours un qui va influencer l'autre et c'est vraiment un trouble systémique. Puis, dernièrement, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu les dernières recherches, mais on parle aussi de plus en plus on pense à changer le nom de syndrome de fatigue chronique pour une intolérance systémique à l'activité physique. Je n'ai pas le mot, j'ai le mot en anglais différent. C'est une maladie d'intolérance systémique à l'effort. C'est une intolérance systémique à l'effort. Donc, ça décrit quand même bien aussi, je pense, les symptômes réels ressentis par la clientèle. Donc voilà ce qu'on conclut un petit peu les bases de la clientèle. Donc, on va rentrer un petit peu plus en détail dans les fondements de l'activité physique. Donc, toujours un petit peu adapté à la clientèle. Donc, on a 3 systèmes énergétiques. Peu importe qu'on est, qu'on soit atteint de syndrome de fatigue chronique ou une personne normale, on a 3 systèmes énergétiques qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Le premier système est le système anaérobique à lactique. C'est un système qui dure de 0 à 8 secondes. Ce que ce système-là, il nous sert en fait, c'est que du moment que je me lève, que j'ai à fournir un effort, j'ai besoin de prendre ça ici. Je n'ai pas besoin de consommer d'oxygène pour faire une action qui va durer de 0 à 8 secondes. C'est du moment que je commence à combiner les actions de 0 à 8 secondes avec un autre 0 à 8 secondes que là, on passe d'un système énergétique à un autre. Donc, après 8 secondes d'effort, le deuxième système énergétique impliqué, c'est le système anaérobique lactique. Donc, un petit peu comme tout à l'heure quand je vous expliquais au niveau du seuil anaérobique lactique, c'est un petit peu les mêmes systèmes qui sont influencés à ce niveau-là. C'est que quand je dépasse le 8 secondes d'exercice, au début, j'utilise ce qu'on appelle l'ATP-CP. C'est une énergie qui est directement disponible dans le muscle. Et là, une fois que je commence à utiliser cette énergie-là,
Et là, on va commencer à produire un déchet métabolique qui est l'acide lactique. Au début, dans les 8 premières secondes, j'en produis pas. Mais après 8 secondes, jusqu'à 1 minute et demie, je commence à produire de l'acide lactique, mais j'ai pas encore besoin de l'oxygène pour récupérer cette quantité d'acide lactique-là. Donc, on reste vraiment dans le deuxième système qui est anaérobique lactique, qui va durer jusqu'à 1 minute et demie environ. Donc, ce que ça peut vous donner comme information, c'est que dans la vie de tous les jours, toute activité qui demande moins d'1 minute et demie ne vous demande pas d'utiliser le système aérobique. Donc, on est vraiment dans un système qui n'utilise aucun oxygène, et c'est l'énergie qui est brute et qui est disponible dans le muscle. Ça, c'est de 0 à 1 minute et demie. Après 1 minute et demie d'activité physique, donc, si je commence à monter, on va donner l'exemple un peu de monter un escalier. Je monte le premier étage, ça me prend à peu près 10-15 secondes. Je n'ai pas utilisé l'acide lactique. Mais je dois monter un deuxième et un troisième étage. Je commence à utiliser l'acide lactique. Là, je suis rendu à 5-6 étages. Ça fait un peu plus d'1 minute et demie. Là, l'acide lactique commence à s'accumuler dans mes cuisses. Mon corps dit, il faut que j'accélère mon rythme cardiaque pour résorber cet acide lactique-là que j'ai dans les cuisses. Donc, accélère le rythme cardiaque, je commence à respirer un peu plus. Et là, ça, c'est le troisième système. C'est la glycolyse aérobique. Donc, c'est un système qui va utiliser, entre autres, le glycogène musculaire, le glucose qui va être disponible dans le sang, combiné avec l'oxygène, vont produire une énergie qui va durer pendant 10, 15, 20, une demi-heure, 40 minutes, 1 heure, 4 heures, 5 heures. La différence au niveau de ce système-là, c'est que dans les sources d'énergie, donc les 3 sources d'énergie, c'est que le système de la glycolyse aérobique va utiliser principalement le glycogène, donc qui est disponible dans le muscle, ou dans le sang. Donc, par l'alimentation, par un bon degré par un bon niveau, justement, de bon apport en alimentation. Donc, dans le système, à partir de 1 minute et demie, jusqu'à 20 minutes environ, c'est pas clairement défini, mais de 1 minute et demie à 20 minutes environ, je vais me fier à mes sources d'énergie, qui est le glycogène. Au-delà de 20 minutes, je vais commencer à utiliser mes lipides, mes graisses. Parce que mes graisses, c'est une énergie de longue durée. C'est une énergie qui est beaucoup plus, qui donne 3 fois plus d'énergie qu'une molécule de sucre. Donc, on prend une molécule de graisse et une molécule de sucre. La molécule de graisse va fournir 3 fois plus d'énergie que la molécule de sucre. Mais elle demande 20 minutes d'activité physique à faible ou moyenne intensité pour pouvoir être métabolisée et être utilisée maintenant comme énergie à long terme. Donc, les marathoniens, c'est des gens qui fonctionnent beaucoup sur le système des lipides, parce que c'est des gens qui vont courir pendant de longues périodes à une intensité stable. À l'inverse, un joueur de football qui travaille plus sur des courtes séquences, à haute intensité, va travailler davantage plus régulièrement sur le système de la glycolyse, donc sur les sucres. Donc, et pour vous, ce que ça vous dit en fait en tant que tel, c'est que c'est quasiment impossible si on repense un petit peu au seuil anaérobique qui est beaucoup plus bas, la capacité aérobique qui est beaucoup plus basse également. Puis là, on vous demande de travailler, de vous entraîner dans une zone de perte de poids ou de faire du cardio pendant une vingtaine, une trentaine de minutes. Vous êtes déjà, après 5-10 minutes, vous êtes déjà au-dessus du seuil anaérobique, vous êtes en accumulation de fatigue, et puis, avant même d'arriver à être en mesure d'utiliser les graisses, on a une diminution parce que là, l'acide lactique est mal résorbé, on n'a pas un système qui est efficace pour résorber l'acide lactique, donc à ce moment-là, le système, la performance diminue. Et c'est là que les symptômes post-effort, le mal de tête, les nausées, les vertiges, tout ça qui va vraiment augmenter. Donc, c'est un petit peu les 3 systèmes qui vont être utilisés. Donc, on a... Parfait. Donc, ça, c'est vraiment d'où vient l'énergie. Donc, on a des systèmes, donc peu importe qu'on est atteint de syndrome hépatique chronique ou pas, on a ces systèmes-là qui fonctionnent. Encore une fois, pour tout le monde, l'énergie va être dépensée à 3 endroits, peu importe ce qu'on fait dans la vie. Donc, la première dépense d'énergie, c'est le métabolisme de repos. Donc, le métabolisme de repos, c'est d'entretenir, en fait, mon intestin, c'est de faire circuler le sang dans mon corps, c'est d'oxygéner mon cerveau. Donc, on passerait la journée alitée et on dépenserait quand même de l'énergie. Donc, c'est faux de penser que la position couchée est automatiquement une position de repos ou de récupération. Parce qu'on continue quand même à dépenser de l'énergie. Donc, on ne peut pas toujours rester couché pensant qu'un jour, je vais avoir de l'énergie. Donc, l'osméostasie, c'est tout. En fait, si je suis dans une pièce qui est chaude, mon corps a tendance à faire une vasodilatation de mes artères pour abaisser ma température externe. Donc, tous les mécanismes de l'homéostasie, c'est des mécanismes qui sont plutôt également en énergie, mais que généralement, on pense pas, on les considère pas dans notre dépense d'énergie. On pense plus à qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée. Mais il faut quand même être conscient qu'il y a une quantité d'énergie qui est quand même dépensée à cet endroit-là. Ensuite, toute l'énergie qui est nécessaire au muscle pour combattre la gravité, se déplacer, subvenir à ses besoins. Donc, du moment qu'une personne se réveille,
dans la vie de tous les jours, généralement, c'est pour subvenir à ses besoins. Donc, on se lève du lit. Du moment qu'on se lève du lit, on décolle la tête, il y a des muscles qui sont engagés. Je décolle les épaules, il y a les abdominaux qui sont engagés. Je me tourne du lit, j'ai mes extenseurs lombaires qui m'aident à ne pas retomber directement dans le lit. Donc, on a plusieurs muscles antigravitaires qui nous aident du moment qu'on combat la gravité à justement se déplacer, aller chercher notre nourriture, aller travailler. Donc, c'est toute une énergie qui est dépensée pour combattre la gravité, subvenir à ses besoins. Et finalement, toute l'énergie qui est nécessaire au traitement des différents stimuli. Donc, c'est bien d'aller chercher sa nourriture, mais je dois m'adapter à la réalité de mon terrain, je dois changer. S'il y a quelqu'un qui me parle ou qui me demande une information, je dois changer mon attention. Donc, toutes les sources, tous les stimuli venant de l'extérieur vont également demander de l'énergie pour être traités. Donc, c'est vraiment le système nerveux qui a besoin d'énergie pour traiter les informations de l'environnement, les informations extérieures. Ensuite, comment on fait pour créer et augmenter l'énergie? Donc là, on a vu un petit peu d'où elle vient l'énergie. Donc, on a 3 systèmes. Ces 3 systèmes-là utilisent principalement une source d'énergie parce qu'on n'a pas la chance d'aller utiliser les liquides comme source d'énergie. Ensuite, on sait un petit peu comment on dépense de l'énergie au quotidien. Et maintenant, on va regarder un petit peu plus comment on crée et qu'on augmente l'énergie. Donc, encore une fois, c'est pas parce que la clientèle atteinte a une intolérance ou une difficulté avec l'exercice que le corps ne va pas réagir de la même façon quand même à l'exercice. Donc, un peu au niveau des fondements de l'activité physique. Donc, pour améliorer en fait la condition physique, on a l'entraînement en musculation qui peut être fait en force ou en endurance. Donc, généralement, un entraînement en force va travailler dans des plus courtes répétitions. On va parler de 3, 4, 5, peut-être 6 répétitions. C'est pas très précis, on parle pas comme des bodybuilders qu'on va vraiment quantifier de façon très précise le nombre de répétitions. Mais pour vous, quand on parle de travailler en force, on va parler de 3 à 5 répétitions environ. Et à l'inverse, quand on voudrait travailler en endurance, on parlerait de 10 à 20 à 30 répétitions d'un certain mouvement. Mais généralement, on va toujours commencer par l'entraînement en force avant l'entraînement en endurance. Parce que si on se souvient, le système d'endurance qui demande de répéter plus de mouvements va faire accélérer mon rythme cardiaque également. Donc, on va généralement toujours prioriser au départ des plus courtes répétitions, mais en force. Ensuite, l'entraînement cardiovasculaire. Donc, l'entraînement cardiovasculaire va également aider, que ce soit en intervalle ou en continu. Donc, va aider à augmenter la capacité à consommer l'oxygène parce que mon cœur, qui est un muscle, va devenir plus fort à pousser le sang en dehors. Les artères également autour vont avoir moins de résistance, donc le sang va être acheminé plus facilement vers les différents tissus. Donc, l'entraînement, encore une fois, la raison pourquoi je vous ai mis intervalle avant continu, c'est que, si vous vous souvenez, vous êtes limité, la clientèle, elle est limitée, en fait, à travailler en endurance ou sur une longue durée. Donc, l'entraînement par intervalle devient extrêmement intéressant pour vous. Ça vous permet de faire des séquences de 0 à 1 minute, avant même de dépasser le 1 minute et demie, de prendre une pause, un bon repos, et de pouvoir après ça répéter encore une fois un autre 0 à 1 minute d'exercice, prendre une pause, et ainsi de suite. Donc, d'éviter d'aller vous mettre dans un système énergétique qui est déficient. Donc, puis au fil des mois, au fil des années, le réentraînement peut se rapprocher éventuellement d'un entraînement en continu et peut se rapprocher d'un entraînement éventuellement en perte de poids, pour autant que le reste du système musculaire, cardiovasculaire, suit également. Donc, encore une fois, intervalle avant l'entraînement en continu. Et puis, par la récupération. Donc, élément quand même très important à considérer. Généralement, quand vous êtes dans un centre de conditionnement physique, quand vous allez voir un entraîneur, généralement, l'objectif est beaucoup plus axé vers l'entraînement. Vous allez voir un entraîneur, vous voulez un programme d'entraînement, on vous donne des exercices. Mais pour la clientèle atteinte, la compréhension de la récupération est aussi importante que l'exercice qui va être fait lui-même. Et puis, quand on va parler d'exercice ou d'activité physique, il faut considérer l'activité physique comme étant toutes les activités que vous faites dans votre vie de tous les jours. Pour une personne atteinte, faire la vaisselle est un entraînement. Monter les escaliers est un entraînement. Transporter des sacs d'épicerie est un entraînement. Donc, il faut vraiment considérer la récupération à chacune des activités. Donc, je dois avoir une récupération en fonction d'une dépense d'énergie et non pas me reposer en fonction d'une énergie que je vais devoir dépenser. Parce que me reposer avant de faire une activité n'est pas nécessairement un gage d'avoir plus d'énergie pour mon activité. À l'inverse, si je prends le bon repos pour la quantité d'énergie qui a été dépensée, je vais être en mesure de récupérer mes réserves d'énergie correctement et là de pouvoir reproduire dans le temps. Donc, souvent, l'erreur est effectivement de penser à se reposer pour faire une activité, alors que souvent, c'est plus parce qu'on accumule la fatigue
de 2-3 journées d'activité. Puis là, on se dit, ah, il faut que je me repose parce que j'ai quelque chose à faire. Mais c'est parce que j'ai pas assez bien récupéré de mes différentes journées d'activité qui fait que là, j'ai besoin d'un repos plus prolongé pour être capable de faire l'autre activité. Donc, c'est pas évident. Ça change tout aussi un petit peu l'approche envers l'exercice et la fatigue. Que dans le fond, justement, l'emphase est beaucoup plus mis à régénérer une dépense d'énergie plutôt que de se reposer pour dépenser de l'énergie. Ensuite, la nutrition. Donc, si on ne mange pas suffisamment, si on n'est pas en mesure de nourrir notre métabolisme de repos, c'est-à-dire les fonctions vitales, c'est impossible pour l'être humain de se sentir avec l'énergie. N'importe qui ne mange pas pendant une journée complète, en fin de journée, va se sentir fatigué. Pour une personne atteinte, c'est encore plus important parce qu'au jour le jour, il faut aider le système qui produit plus d'acide lactique ou un système qui régénère pas bien ses réserves d'énergie, mais il faut absolument l'aider par une bonne alimentation. Donc, d'avoir une alimentation qui est proportionnelle à la quantité d'énergie dépensée. Donc, plus une journée, je vais devoir faire des activités, je devrais me forcer à manger un petit peu plus cette journée-là pour compenser. Parce que le système, n'oubliez pas, quand le système il ralentit aussi la digestion. Il cherche à économiser de l'énergie, donc il va ralentir aussi la digestion. Donc, on va avoir un peu moins d'appétit, on va avoir moins tendance peut-être aussi à vouloir manger. Donc, des fois, il faut peut-être essayer de se forcer un petit peu pour aller chercher un peu plus d'aliments pour refaire une dépense. Et non pas se dire, ah, ben, si je mange plus, ben, je vais prendre du poids. Donc, l'alimentation sert à refaire une réserve d'énergie et non pas manger puis après ça être inactif. Parce que manger et être inactif ne va pas nécessairement aider. Mais si j'ai dépensé de l'énergie que je mange pour récupérer, là, ça, c'est bénéfique. Puis, il y a un effet d'entraînement qui va se faire également où les tissus vont devenir, les muscles vont devenir plus forts et le système va devenir plus endurant également. J'avais mis également, en fait, je ne l'avais pas nécessairement mentionné, mais quand même à considérer. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez lire un peu plus au niveau de la nutrition. Mais ce qui semble démontrer entre autres, c'est qu'une alimentation plus axée par les bases, donc une alimentation moins acide, serait plus bénéfique également. Il y aurait moins de réactions au niveau digestif, il y aurait également un meilleur effet de tampon au niveau de l'acidité, justement du déchet métabolique, donc de l'acidité, de l'acide lactique. Alors, c'est ce qu'on la partie théorique, si je pourrais dire. Donc, on va rentrer dans la partie un peu plus pratique. Alors, comment on arrive à économiser de l'énergie? Donc, pour économiser de l'énergie, tantôt, je vous ai parlé un petit peu de la musculation et de l'entraînement cardiovasculaire. Donc, pour arriver à économiser de l'énergie, c'est-à-dire sans même faire de changement, sans même nécessairement, comme justement, s'entraîner un peu plus, si mes muscles deviennent plus forts, chaque activité va devenir plus économique. Si mon cœur est plus fort, si ma capacité cardiovasculaire s'améliore légèrement, chaque activité de la vie de tous les jours va être également plus économique. Ce qui va m'aider au fil du temps, si je ne fais pas plus d'activité, si je garde le même niveau moyen à peu près d'exercice ou d'activité de la vie de tous les jours, mais ce qui va m'aider au fil des mois, au fil des années, à augmenter ma réserve d'énergie. Parce qu'à l'inverse, si j'ai toujours un système qui réagit difficilement à ce que mon corps lui demande au jour le jour, je vais toujours rester dans un état de fatigue à peu près stable, avec des hauts et des bas, dépendamment de si j'ai une journée plus active ou une journée moins active. Donc, ensuite, pour économiser de l'énergie, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, diminuer le poids corporel. Donc, si j'ai moins de poids à déplacer, moins de poids à monter dans les escaliers, mais c'est également de l'énergie d'économiser, ce qui va nous permettre, encore une fois, au fil des mois et des années, d'accumuler une réserve. Donc, il faut vraiment voir le syndrome de fatigue chronique et la réadaptation physique fonctionnelle comme étant un très long processus, mais graduel, où que de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, mais le corps fait en sorte que il finit par reconstruire une réserve d'énergie. Et puis, finalement, et non le moins très important, mais pour la majorité des personnes atteintes, c'est tous des outils, des adaptations que vous avez réussi à faire avec le temps par essai-erreur, mais c'est de planifier et d'organiser ces activités pour diminuer tout ce qui va être déplacement inutile. Donc, il faut devenir un bon gestionnaire de son énergie pour être capable de ne pas oublier « Ah, merde, je suis descendu en bas et là, je dois remonter en haut parce que j'ai oublié quelque chose. » Donc, il faut des fois prendre 1 ou 2 secondes pour planifier les 10-15 prochaines minutes pour éviter des déplacements inutiles. De cette façon-là, encore une fois, on évite de dépenser inutilement de l'énergie et cette énergie-là peut à ce moment-là être concentrée sur les exercices, sur les entraînements qui, eux, vont aider à augmenter le potentiel énergétique éventuellement. C'est vraiment pour arriver à économiser de l'énergie. Ensuite, pour créer une réserve. Donc là, ce qu'on disait, c'était plus pour justement arriver à en économiser, donc faire des petits changements qui vont aider. Pour créer une réserve, donc
des petits concepts quand même clés importants. Ne jamais dépenser plus d'énergie que ce qu'on a. Donc, la majorité, quand vous vous réveillez avec une bonne journée, donc, quand vous vous réveillez une bonne journée, on a tendance à vouloir dépenser cette énergie-là. Parce qu'on se dit, ben, j'ai l'énergie, il faut que je la rende productive, cette énergie-là. Donc, je vais en profiter pour faire mon ménage, faire du lavage, aller faire l'épicerie. Et là, finalement, on en paye le contre-coup. Donc, c'est super important. Puis, en parenthèse, j'ai marqué crédit d'énergie plutôt qu'une dette d'énergie. Donc, c'est un petit concept intéressant où quand on a de l'énergie en surplus, ben, on devrait la mettre en banque et non pas la dépenser, puis finalement peut-être se retrouver en dette. Donc, de vraiment créer une réserve, un peu comme une marge de crédit. Donc, on va se créer une marge d'énergie, une marge de crédit d'énergie, plutôt que de se retrouver en dette d'énergie. Donc, super important à retenir. Bien connaître son cycle de récupération et mieux répartir ses activités. Donc, on va rentrer éventuellement dans les outils que je vous ai donnés, mais l'idée est que, dans une journée ou dans une semaine, il y a des patterns d'énergie. Ce qui veut dire que généralement, on va avoir une bonne journée. Si cette journée-là, elle va bien, on va faire un paquet d'activités. Après ça, mon énergie va baisser. Elle va prendre peut-être 1 ou 2 journées pour revenir à peu près à son niveau moyen. Même si c'est toujours un niveau bas, il va quand même avoir des petites variations, des journées un peu mieux, des journées un peu moins. Donc, là, le défi, c'est d'arriver à reconnaître c'est quoi mes patterns. Est-ce que j'ai plus d'énergie généralement rendu le samedi et le dimanche, mais dès le lundi, dès le mardi, c'est plus difficile. Ou c'est rendu au vendredi. Donc, d'essayer de reconnaître les patterns d'énergie à partir de la grille que je vais vous remettre. Ça va aider justement à mieux répartir éventuellement les activités pour ne pas toujours mettre les activités la journée où il y a le plus d'énergie, puis finalement être capable d'en répartir un petit peu ailleurs. Reconnaître les signes précurseurs d'une augmentation de fatigue. Donc, avant d'être dans les symptômes post-effort, donc le mal de tête, la nausée, généralement, on va sentir un petit peu de chaleur, on va suer un petit peu. Ça, c'est les premiers signes qu'on devrait reconnaître que mon corps est en activité physique et on devrait l'amener à prendre une pause plutôt que d'aller au-delà de la limite et là se retrouver vraiment dans des symptômes post-effort inconfortables. Donc, ça, c'est des bons trucs, encore une fois, pour éviter que le corps, parce que si on dépasse toujours le seuil limite d'adaptation, à ce moment-là, le corps va prendre plus de temps à régénérer. Mais quand il régénère, le corps lui demande de l'énergie pour régénérer. Donc, cette énergie-là n'est plus disponible non plus pour faire les autres activités. Donc, de reconnaître les signes précurseurs pour arrêter au bon moment. Progresser lentement, mais sûrement à votre niveau d'activité. Donc, ça va un petit peu dans l'idée de la répartition des activités, de ne pas trop en faire toute une journée, mais de graduellement augmenter la quantité d'exercice ou d'activité qui va être faite au quotidien. Utiliser quotidiennement un fréquence cardiomètre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être, là, mais de plus en plus on en parle, c'est les montres polaires, ce qu'on appelle les cardiofréquencemètres. Donc, ça vous permet de suivre l'activité cardiaque de toutes les activités de la vie de tous les jours. Donc, pendant que vous faites votre vaisselle, vous pouvez vous monitorer puis voir, pour moi, faire la vaisselle, ben, ça me demande en moyenne 105 battements par minute. Pour monter les escaliers, pour monter un étage, ça me demande 125 battements par minute. À ce moment-là, d'être capable de reconnaître l'exigence physique d'une activité, puis après ça, de dire, ben, si j'ai à monter 5 fois l'escalier dans ma journée, peut-être que je devrais me limiter à 3 fois. Ou si je vais prendre des marches. Mettons, vous avez pris l'habitude de prendre des marches quotidiennes, de prendre une marche de 10, 15, 20 minutes. Et quand vous revenez à la maison après votre marche, vous êtes à 125, 130 battements par minute. Ce qui est au-dessus de votre capacité. À ce moment-là, ben, de faire une marche peut-être de 5 minutes, mais de prendre une pause et de refaire 5 minutes plus tard dans sa journée, plutôt que d'avoir étiré plus longtemps une marche pour se rendre jusqu'à 20 minutes, va être plus bénéfique à long terme. Donc, l'utilisation du fréquence cardiomètre devient un excellent outil de gestion des efforts, d'être capable de voir comment à l'intérieur mon corps il se sent. Parce que des fois, la tête, on étoffe un petit peu, on étoffe sur notre corps, on étoffe sur notre fatigue, puis on a de la misère à s'écouter. Donc la montre peut nous aider à nous faire un rappel que mon corps est en train de travailler. Je devrais y porter attention. Donc, question de perception. Donc, généralement, en fait, le syndrome de fatigue chronique, le mot qui est utilisé entre autres, la fatigue. La fatigue est une interprétation subjective d'un manque d'énergie. Donc, ce que un petit peu je vous propose, c'est plutôt d'évaluer au jour le jour, pas nécessairement votre fatigue, mais votre niveau d'énergie. Donc en fait, j'ai un peu inversé, parce que généralement on va avoir la fatigue, donc moi j'ai inversé le tableau, mais il est plutôt en fonction d'un niveau d'énergie. Quand je suis à 10 sur 10, c'est que je pète le feu. Plutôt que, est-ce que ma fatigue, ok, j'ai 10 sur 10 de fatigue, je suis vraiment fatigué. On fait la même chose avec notre clientèle en douleur chronique, où on évalue davantage l'effort physique que la quantité de douleur ressentie. Donc à ce moment-là, pour ce qui est des outils que je vous ai donnés, vous pourrez utiliser justement plutôt mon niveau d'énergie. Donc, j'ai un niveau d'énergie de 2 ou de 3.
Donc, puis graduellement, mais d'augmenter le niveau, ou de voir comment mon niveau d'énergie va varier de journée en journée, plutôt que mon niveau de fatigue. Ah, c'est complètement épuisé. À zéro, là, on doit rester aligné, on ne peut pas sortir, c'est un crash total. Donc, très rapidement, on va regarder les outils, parce que je veux qu'on garde un peu de temps, le temps passe vite, et je veux vous garder un peu de temps pour vous montrer les exercices. Donc, on a l'horaire occupationnel et la grille des cycles d'auto-évaluation. Donc, un peu comme je vous expliquais, sur l'horaire occupationnel, vous avez la composante sommeil, en fait. Donc, avec le nombre d'heures, l'heure du coucher, l'heure du lever, le nombre de réveils dans la nuit. Est-ce que j'ai l'impression que c'est un bon sommeil? Est-ce que c'était récupérateur ou pas récupérateur? Est-ce que j'ai dû faire des siestes dans ma journée également? Donc, si j'ai fait 2-3 siestes, peut-être que mon sommeil n'a pas été bon parce que j'ai fait 2-3 siestes. Donc, d'évaluer toutes ces composantes-là du sommeil, d'évaluer toutes les composantes au niveau d'activité physique. Est-ce que j'ai fait de la musculation? Est-ce que j'ai fait de la marche? Est-ce que j'étais allé faire du yoga? Est-ce que je suis allé jouer au volleyball avec des amis? Donc, dépendamment, chaque personne a un niveau de fonctionnement différent. Toutes les personnes atteintes n'ont pas les mêmes impacts fonctionnels. Donc, l'horaire occupationnel, dans le fond, vous permet de modifier ou de l'adapter en fonction de ce que vous faites aussi. Donc, vous n'êtes pas obligé, c'est des idées, là, moi, que j'ai mis. Donc, dans la sphère tâches ménagères, j'ai mis l'épicerie, le balai, le lavage, le poussettage et la vaisselle. Mais s'il y en a d'autres qui se rajoutent, vous pouvez les rajouter. C'est vraiment un outil qui est pour vous aider à devenir, justement, un bon gestionnaire de votre activité physique. Avec la fréquence, avec la montre polaire, entre autres, vous pouvez écrire ce que ça demande chaque activité. Et peut-être de voir de mois en mois que la même activité finit par me coûter moins de battements par minute. Ça peut devenir encourageant aussi, effectivement, au fil des mois, de voir que faire la vaisselle me demandait 110 battements. Finalement, quand je fais la vaisselle, je suis rendu à 105, 106 battements. Il y a des petits changements quand même qui s'accumulent au fil des mois et des années qui vont faire la différence. Au niveau des activités intellectuelles, très, très, très important parce que la majorité, vu que vous êtes limité dans les activités, vu que la clientèle est limitée dans les activités physiques, généralement, on va se tourner vers les activités plus cognitives. Donc, la lecture, la télévision, l'ordinateur. Mais il faut les quantifier aussi parce que, comme je disais, ça demande de l'énergie pour traiter l'information. La concentration demande de l'énergie également. Donc, il faut les quantifier pour être capable de reconnaître est-ce que c'est quand j'écoute la télévision pendant 2 heures consécutives que finalement j'ai un mauvais sommeil et que je suis à terre pendant 2 jours. Donc, ça l'aide à pouvoir reconnaître les triggers d'augmentation de fatigue. Activités sociales, les sorties, si j'ai des rendez-vous médicaux et autres. Donc, vous le savez, dès que vous avez à vous déplacer, sortir de la maison, ça devient très coûteux en énergie, puis des fois ça peut prendre 2-3 jours, 1 semaine même pour se récupérer d'une sortie. Donc, horaire occupationnel à utiliser là, selon, puis c'est pas obligé de toujours le remplir religieusement. Ça peut être fait de semaine en semaine graduellement, puis c'est ça. Au niveau de la grille d'auto-évaluation des cycles d'énergie, donc là, à ce moment-là, c'est un peu plus visuel, c'est des petits carrés qui permettent de juste assurer, dans le fond, si mon niveau d'énergie moyen est à 2 sur 10, à ce moment-là, mon niveau moyen est à 2 sur 10. Des fois, j'ai peut-être une journée un peu meilleure, je suis à 3 sur 10. Puis graduellement, à ce moment-là, on peut voir les tangentes, comme je disais, puis regarder, lundi, on était à telle date, puis j'étais à puis là, je vois, au fil des jours, au fil des mois, je vois la variation de ce que je dépense, puis de comment mon énergie varie. J'ai la douleur également que j'ai ajouté le sommeil et l'anxiété. Donc, au fil de on est capable de tirer certaines tangentes et de reconnaître certaines évolutions de l'énergie. Donc, assez rapidement, il reste à peu près une quinzaine de minutes. Donc, pour ce qui est de la prescription et de la progression d'exercice. Donc là, on a vu un petit peu plus d'où vient l'énergie, comment elle est créée, comment on en dépense, qu'est-ce qui nous permet d'en économiser, de créer une certaine réserve d'énergie. Je vous ai montré quelques petits outils dans le fond pour essayer de devenir un bon gestionnaire de votre énergie. Et là, une fois qu'on est devenu un bon gestionnaire et qu'on gère bien notre activité physique au quotidien, là, il faut progresser et graduellement augmenter sa condition physique. Donc, pour augmenter graduellement, je vous ai préparé en fait 4 petites étapes. Donc, la première étape, c'est de choisir sa position. La position la plus facile, c'est la position couchée au sol. Parce qu'on n'a pas de gravité, le corps n'a pas à dépenser d'énergie tout simplement pour combattre la gravité. Ensuite, on va aller vers la position assise, vers la position debout statique, éventuellement debout à la marche. Donc ça, c'est les étapes en fait de graduation où on doit choisir un petit peu l'exercice. En fait, ensuite, on choisit son ou ses exercices. Donc, pour ne pas prendre de chance, ce que je recommande toujours à ma clientèle, c'est de commencer avec un seul exercice. Ça a l'air pas beaucoup, même pour la majorité des fois, on se dit « Ah, ben ça sert à rien de faire juste un exercice », mais
l'idée, c'est de s'approprier, dans le fond, sa durée de récupération. Parce que c'est la durée de récupération qui va me permettre de dire, est-ce que je peux recommencer mon exercice le lendemain, ou je suis mieux d'attendre 1 ou 2 journées pour réessayer ensuite l'exercice. Ou est-ce que j'ai des douleurs le lendemain d'avoir fait mon exercice, puis je suis peut-être mieux de laisser 1 ou 2 journées, et là, ensuite récupérer mon exercice. Donc, on choisit un exercice, on fait jamais à son maximum, puis on essaie de le répéter 2 fois dans la journée. Donc, si vous êtes habitué, s'il y en a qui se sont déjà entraînés, on a l'habitude de prescrire ou de se faire prescrire des programmes d'entraînement avec 3 séries de 10 répétitions, 2 séries de 20 répétitions. Là, on ne parle pas de séries, on parle de faire une fois le matin, donc une série de 5, 6, 8, 10 répétitions, dépendamment de chacun son niveau, dépendamment de l'exercice qui va être choisi. Et on ne le répète pas tout de suite, parce qu'on veut laisser le corps régénérer les réserves, donc on peut passer à autre chose. Et en après-midi, on va le réessayer, ou en soirée, dépendamment de est-ce que j'ai plus d'énergie le matin, ou j'ai plus d'énergie en après-midi, ou j'ai plus d'énergie le soir. Et à ce moment-là, je peux répéter mon exercice un petit peu plus tard dans la journée. Donc, le point 3, c'est j'observe ma durée de récupération. Donc, j'essaye mon exercice, je regarde, est-ce que le lendemain, ça va bien, mon énergie n'a pas bougé, j'ai pas de douleur. Super, je réessaye mon exercice. Si ça a bien été, bien, après une semaine, je peux peut-être essayer d'ajouter un deuxième exercice. Et là, je répète le même pattern. Je regarde, est-ce que si j'ajoute un deuxième exercice, est-ce que ma durée de récupération a resté stable? Si ma durée de récupération est restée stable, je peux essayer de rajouter un troisième exercice. Et graduellement, comme ça, construire une banque, une capacité à supporter les différents exercices. Donc, qui était en fait le dernier point, le point de progresser. Trouver le bon dosage. La majorité des gens qui se sont déjà entraînés, en fait, la majorité d'entre vous, vous avez déjà été, pour les personnes atteintes, ont déjà été fonctionnels. Donc, on a l'habitude de s'entraîner dans une zone très élevée. C'est-à-dire, généralement, on appelle ça l'échelle de base, donc c'est une échelle de perception d'effort. On a la tendance de vouloir toujours s'entraîner dans un 7, 8, 9 sur 10. Parce qu'on se dit, un exercice, pour qu'il soit payant, il faut qu'il soit douloureux. Il faut qu'on le sente. Mais si je fais toujours un exercice qui est douloureux pour que je le sente, bien, je suis en train d'accumuler plus d'acide lactique parce que je travaille dans un mouvement qui est répété, puis l'acide lactique n'est pas en mesure d'être bien récupéré. Donc, on va toujours travailler dans un exercice qui va être plutôt dans une zone de 3, 4, début de 5, peut-être 6 si ça va de mieux en mieux au fil des mois, au fil des années. Parce que l'idée, c'est de rester toujours dans une zone qui est fun, qui est confortable. On ne doit jamais se retrouver en fatigue. Il ne faut jamais que je fasse un exercice et qu'à la fin du mouvement, je tremble. Si je tremble à la fin de l'exercice, c'est signe que là, je suis rendu dans du difficile, très difficile. Donc, si je choisis un exercice, puis mon exercice est facile, je vais être capable de l'arrêter, puis de dire, ah, il me semble que j'aurais pu en faire 5-6 autres de plus, mais c'est pas grave. On se limite à en faire juste 5, 6, qui sont bien tolérés, qui ne m'amènent pas dans une perception de fatigue ou d'exigence, de difficulté, si je pourrais dire. Ensuite, dans la progression, on va toujours, avant d'ajouter justement un nouvel exercice, on va toujours progresser le volume avant de progresser, avant d'ajouter un nouvel exercice. Donc, le volume, ça représente dans le fond le nombre de journées dans une semaine, le nombre d'exercices, le nombre de répétitions et le nombre de séries. Donc, si je m'entraîne 7 jours dans une semaine, que je fais un exercice à tous les jours, que je répète 10 fois, donc, et que je le fais juste une fois dans ma journée, ça c'est mon volume d'entraînement. Donc, avant de changer d'exercice, d'aller vers un exercice qui est plus difficile, ou d'ajouter un deuxième exercice, en fait, avant de passer à un exercice plus difficile, donc soit de changer de position, de travailler de la résistance, et je vais augmenter mon volume. Donc, je vais essayer de passer à une deuxième série dans ma journée, ou de passer à, au lieu de 10 répétitions, mais de passer à 15 répétitions, et d'augmenter graduellement. Puis toujours, en me souvenant, c'est ma récupération qui est importante. Si j'essaie d'augmenter mon volume, je regarde ma récupération. Je réaugmente mon volume, je regarde à nouveau ma récupération. Je suis rendu avec un volume assez intéressant. Je fais 2 fois des exercices dans ma journée, je suis capable de le faire pour une dizaine, quinzaine de répétitions, mais à ce moment-là, peut-être je suis rendu à passer un autre exercice. Du moment où vous dites, il est rendu trop facile cet exercice-là, mais c'est un bon signe, c'est signe que je suis rendu prêt à essayer un nouvel exercice, mais de recommencer au point de départ, c'est-à-dire une fois la série de l'exercice, qu'on répète et qu'on essaie graduellement dans le temps comme ça. Et ensuite, c'est l'intensité. Donc, l'intensité, ça va être la difficulté de l'exercice, les poids des charges que je vais prendre. Donc, à la maison, vous pouvez utiliser des bouteilles d'eau, des cannes de poids pour faire des biceps, mettons, à la maison. Mais l'intensité, ça serait de prendre des petites cannes, éventuellement des grosses poids de 5 livres, éventuellement des poids de 10 livres. Donc, ça, c'est un paramètre d'intensité. Donc, avant d'augmenter l'intensité, on veut s'assurer d'avoir augmenté le volume avant d'aller chercher l'intensité. Donc, au niveau du programme d'exercice, je vous ai fait un petit programme d'exercice de base, mais je vais vous montrer aussi quelques autres exercices. En fait, là, les 4 que j'ai montrés, c'est vraiment les plus faciles qu'on pourrait dire. C'est en position couchée. Je descends un peu.
Donc, je vais installer ici. Donc, je vous ai préparé, en fait, ces 4 exercices vraiment de base. C'est en position couchée. C'est pas exigeant physiquement parce qu'on peut le faire en position dans le lit. Donc, au réveil le matin, on peut se réveiller, même pas nécessairement à être allé à la toilette, on peut juste dégourdir un petit peu dans le lit et commencer la routine d'exercice dans le lit. Donc, c'est une position vraiment sans gravité, donc qui est facile. Donc, les 4 exercices, une routine de base. Donc, ça commence par la respiration. Donc, simplement en position couchée. Je prends des grandes inspirations en dégageant le torse, en bombant un petit peu le ventre, et lors de l'expire, je vais abaisser le sternum, serrer les côtes et serrer le ventre, et essayer de venir faire une petite pression contre le sol. Donc, on veut essayer de, plutôt que d'avoir une lordose, on veut essayer de venir aplatir le bas du dos pour venir chercher un certain tonus dans le ventre. Le deuxième exercice, en fait, c'est je continue ma respiration, mais là, je viens vraiment amplifier le mouvement, ce qu'on appelle la bascule du bassin, qui est un mouvement qu'on montre beaucoup généralement en pilates, où je vais venir faire un mouvement avec les hanches pour, un peu comme on donne souvent l'exemple, rentrer le nombril. On va vraiment rentrer le nombril et basculer les hanches. Ça, c'est pour renforcer le plancher pelvien. Et le plancher pelvien va vous permettre, dans des positions, entre autres, assises, d'avoir plus de stabilité et d'être moins écrasé. Donc, ça, c'est le deuxième exercice. Le troisième exercice, je continue la même séquence. Je respire, je fais la bascule du bassin et ensuite, je lève les fesses. Donc, dans le mouvement, j'ai contracté mes abdominaux, je suis en fin d'expiration, donc j'ai pas un volume, je suis pas comprimé. Donc, j'ai expiré mon air, je suis en fin de mouvement, les abdominaux sont contractés et je maintiens les fesses légèrement dans les airs. Il est important de ne pas aller faire une hyper-extension. Donc, le but n'est pas de faire travailler les muscles du dos, mais simplement juste tonifier un petit peu les jambes en déconnant et on maintient 1 ou 2 secondes et on relâche. Et l'autre exercice, le quatrième exercice, la quatrième progression, c'est je continue avec la respiration, avec la stabilité et je vais allonger la jambe vers l'avant pour que ma cuisse développe la force de juste supporter le poids de sa propre jambe. Donc, on ne parle pas de prendre d'élastique ou de poids pour le moment. Donc, juste en position ici, j'inspire. Et en expirant, en faisant la bascule, je vais allonger la jambe, stabiliser. Et là, à force de faire un exercice comme celui-là, entre autres, le quadriceps, qui est un de nos principaux muscles pour nous garder en position debout, un de nos muscles antigravitaires, va graduellement se renforcer. Et là, si on le souhaite, mais graduellement, on peut s'ajouter, avec le même exercice, on peut s'ajouter une résistance. Donc, dans la même position, mais là, je vais venir pousser contre une résistance. Et là, je vais travailler en même temps un petit peu mes bras. Okay. Donc, ça, c'est les exercices plus en position couchée. Il y en aurait beaucoup là, à montrer, donc ça pourrait être un cours juste pour les exercices qu'on pourrait donner, mais ensuite, rendu en position assise. S'il y en a qui ne sont pas confortables en position couchée, pour des raisons de douleur au niveau du dos, au niveau thoracique, préfèrent travailler en position assise. En position assise, tu viens? Parfait. En position assise, quand je suis vertical et que mes épaules sont en ligne avec mes hanches, puis je garde une bonne posture, c'est mes extenseurs lombaires qui vont surtout travailler. Si je viens légèrement me pencher par en arrière, je vais engager les abdominaux. Donc, on ne parle pas nécessairement de faire des setups. Des setups, c'est des exercices quand même assez exigeants, même pour monsieur, madame, tout le monde. Là, on va plus penser à juste venir basculer, se pencher légèrement par en arrière. Donc, si vous voulez même l'essayer, assisez-vous sur le bout de votre chaise, sans avoir le dos appuyé. Et juste légèrement en penchant par en arrière, juste décaler un petit peu les épaules, vous devriez sentir les abdominaux qui vont se tonifier. Et si je reviens en position droite, je reviens en position un peu plus neutre. Et si je repenche un petit peu par en arrière, je vais sentir un petit peu les abdominaux qui vont pencher. Donc, ça peut être un exercice quand même assez simple, qui n'est pas nécessairement exigeant. Mais si je le fais, puis je me pousse à le faire, je pourrais le faire jusqu'à sentir que je tremble. Et c'est pas ça que je veux. Souvenez-vous, tout ce qu'on veut, c'est faire 4-5 répétitions, je sens mes abdos se tonifient. Parfait, mon exercice est fait, je peux passer à autre chose à la maison et faire une autre activité. Si je veux augmenter d'une petite progression, je peux juste lever une jambe. Donc, avoir une jambe au sol, travailler à supporter la jambe. Donc, il y a toutes sortes de petites progressions qui peuvent être faites comme ça aussi dans la position assise. Quand on veut travailler les biceps, les triceps ou la force du haut du corps, avant de les travailler en position debout, donc une position debout qui va être plus demandante en énergie, je vais les faire en position assise avant. Donc, en position assise, même avec le dos appuyé s'il faut au début, et éventuellement assis sur le bout de la chaise à faire mes biceps. Éventuellement, on peut y aller avec un élastique. On pourrait aller même s'asseoir sur l'élastique et juste venir ici, essayer de venir lever les bras dans les airs. Donc, 5 minutes, parfait. Donc, c'est plus l'exercice,
les exercices en position assise. Une fois qu'on est rendu dans la position debout, donc, ce qui est important de comprendre par rapport à la... Je continue, là. Good. Ce qui est important par rapport à la position debout, c'est que tout ce qui est à bout de bras va toujours être plus exigeant que ce qui est près du corps. Donc, si on a gradué les exercices couchés vers les exercices assis et qu'on est rendu à essayer des exercices en position debout, on va toujours travailler avec des exercices qui sont près du corps au début. Donc, entre autres, peut-être avec l'élastique, je pourrais l'attacher à quelque chose dans la maison et venir tirer comme ça ici. Mais je ne vais pas essayer de faire ça. Ça est beaucoup plus exigeant. Donc, tout ce qui est à bout de bras, c'est une question de biomécanique, va augmenter la longueur des leviers et va augmenter l'exigence des groupes musculaires impliqués. Donc, si je fais des biceps, on va faire des biceps proches du corps. On va faire des biceps proches du corps. Si je veux faire, on pourrait utiliser, je peux... On va dire qu'ici, il y aurait le comptoir qui continue ici. On pourrait venir faire un petit push-up, même aussi en position debout, pour travailler les triceps, sans nécessairement aller faire un push-up de femme, qu'on pourrait dire, sur les genoux à terre, ou même un push-up d'homme. Donc, ce qui reste quand même très exigeant, un push-up en général, pour une clientèle, pour une personne atteinte. Mais le push-up contre un comptoir peut quand même bien se faire si je ne le fais pas dans une amplitude extrême. Donc, on peut rester dans des petites amplitudes de mouvement et quand même travailler à renforcer les triceps, les pectoraux. Donc, l'idée vraiment de la progression des exercices, c'est de toujours choisir un exercice qui est confortable, qui est non douloureux, qu'on tolère bien, à l'intensité qu'on tolère bien, et on le commence par une fois. Si ça va bien, je le laisse aller comme ça, je le réessaye un peu plus tard dans ma journée. Parce que peut-être que plus tard dans ma journée, je vais ressentir les contre-coups de mon exercice, puis c'est là que je vais décider finalement peut-être d'attendre au lendemain pour le répéter. Donc, c'est tout est une question vraiment de dosage, de trouver le bon dosage, de trouver la bonne intensité. Donc, pour conclure, comme je disais, en fait, c'est vraiment c'est très de base là, pour aujourd'hui. Le but est vraiment juste de donner un peu les grandes lignes de la maladie, comment devenir un peu un expert de sa condition, puis comment graduellement progresser. Donc, en conclusion, je pense qu'il faut retenir, c'est vraiment de devenir un expert de son énergie, de décider, en fait, de décider où on va investir l'énergie. Donc, est-ce que je n'investis que à faire des activités de la vie courante, de la vie domestique, ou je décide de prendre aussi une partie de cette énergie-là et de l'investir dans justement la musculation, dans des exercices qui vont m'aider plus tard à faire plus facilement mes activités. Donc, de faire attention des fois aussi à la culpabilité qui peut embarquer. L'activité physique adaptée, dans le fond, est une approche non médicale qui permet de prendre le contrôle sur sa santé. Donc, à l'inverse que de se fier sur une médication qui va peut-être aider à aller chercher un peu plus d'énergie ou avoir plus de concentration, mais l'activité physique, elle, va amener des bénéfices sur tous les autres systèmes également en même temps, puis va vous donner du contrôle sur ce que vous faites. Parce que vous allez devenir expert de votre condition, vous allez devenir expert de votre énergie, puis de cette façon-là aussi, on est moins victime, on est moins dans les aléas de notre énergie, puis d'une journée à l'autre, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, l'activité physique, on a trop de mettre en évidence les gains faits au fil des mois et des années. Comme je disais tout à l'heure, notre fréquence cardiomètre, qui nous donne une fréquence cardiaque de repos en moyenne à 70-80 battements, si au fil de mes exercices, au fil des mois, je suis rendu avec une fréquence cardiaque de 60 battements par minute, ce qui veut dire que ma fréquence moyenne de repos a diminué de 10 battements par minute. Ça fait un gros changement à toutes les minutes, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, puis au nombre de mois accumulés. Donc c'est ces petits changements-là qu'on vise à prendre conscience, puis ça devient encourageant parce que la fatigue va rester, c'est comme un peu dans le contexte de douleur chronique. Plus vous allez augmenter le niveau d'activité physique, plus la fatigue va suivre constamment. C'est juste que votre capacité à pouvoir en faire va augmenter. C'est ça qui est important, c'est que la fatigue va toujours être un guideline de est-ce que j'en fais trop ou j'en fais pas assez. Et non pas un signe est-ce que je vais mieux ou je vais pas mieux. Ce qui va nous dire que je vais mieux, c'est que je suis capable de faire plus facilement mes activités, c'est que j'ai moins de douleur quand je fais mes activités, c'est que ma fréquence cardiaque de repos est plus basse quand je fais la même activité. Donc ça, c'est des petits signes qui vont nous encourager au fil des mois, au fil des années. Améliorer votre estime de soi et votre confiance en soi. Ça, je pense, c'est pour tout le monde. L'exercice physique nous fait sentir bien dans notre corps. On se réapproprie son corps aussi. Donc, c'est vraiment une bonne façon, je pense, de reprendre du contrôle. Puis, quelques petits concepts. C'est vraiment plus moi dans mon approche de comment je travaille avec ma clientèle. C'est vraiment des concepts que je mets beaucoup de l'avant. Donc, de vraiment plus penser à de l'énergie plutôt qu'à de la fatigue. Donc, quand je pense si je suis fatigué, okay, c'est parce que j'ai dépensé trop d'énergie ou j'ai pas assez bien récupéré. On parle plus de récupération plutôt que d'un repos. Comme
comme je disais, je ne vais pas me reposer avant de faire une activité, mais je vais récupérer d'une dépense d'énergie. On parle d'efficacité plutôt que de performance. Donc, le but, c'est pas d'en faire beaucoup, mais c'est de bien le faire. Processus plutôt que le résultat. Donc, le résultat, on n'a pas de contrôle dessus, puis on ne sait pas si c'est dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que ça va mieux aller. Mais si on se concentre au jour le jour sur le processus, est à l'écoute de ses signes et symptômes, est à l'écoute de son dosage, puis de combien d'exercices, puis qu'on prend ça en charge, c'est le processus qui va faire la différence, pas le résultat au bout du compte. Parce que le résultat au bout du compte peut rester juste au contraire très insécurisant, très anxiogène. Donc on focus vraiment au jour le jour sur qu'est-ce qu'on fait. Et puis le défi plutôt que la menace. Donc pour moi, en adaptation, c'est toujours une question de défi. Parce que en fait, la menace, c'est vraiment une menace à votre intégrité, c'est une menace à votre santé, c'est une menace. Puis on va généralement avoir tendance à éviter ce qui nous fait peur. Tandis que le défi nous amène plutôt dans le challenge, dans le désir de se dire, ben, si ça marche pas, je vais l'essayer différemment. Puis c'est vraiment ce que je fais avec tous mes clients, c'est on se donne la chance d'essayer, puis si ça fonctionne pas, on le réessaye différemment. Et on finit par trouver la bonne façon de le faire. Puis quand on trouve la bonne façon, ben, là, après ça, on est parti. Là, il s'agit juste de rajouter un petit peu là, de jour en jour. Donc, c'est ce qui conclut un petit peu mon approche, comment je travaille avec clientèle, puis l'expérience que j'ai développée un peu au fil des années. Donc, s'il y avait pas des questions.